Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Les Français sont méfiants à l'égard des politiques. Est-ce que ce matin vous nous dites qu'ils peuvent avoir confiance en l'économie française? Ils peuvent avoir confiance en l'économie. Malgré le niveau de la dette, malgré les déficits. Confiance en l'économie française, mais l'économie française, c'est nous tous. Les vraies voix Sud Radio. C'était François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, ce matin sur LCI face à Elisabeth Martichoux. Cependant, la question se pose réellement. Peut-on avoir confiance en l'économie française alors que depuis bientôt 50 ans, elle est frappée par le chômage de masse et le déficit budgétaire, qu'il y a aujourd'hui 10 millions de pauvres, que la dette publique représente 118% du PIB, pratiquement le double si on inclut les retraites de fonctionnaires qui ne sont pas comptabilisées, que le déficit commercial est constant depuis 20 ans et va battre un nouveau record en 2021, que la désindustrialisation de la France continue et que 200 fermes disparaissent chaque semaine en France. Avez-vous confiance en l'économie française? Comme le dit le gouverneur de la Banque de France, eh bien, vous êtes pour l'instant très majoritaire à dire non, exactement 80, si mon ordinateur veut bien, 94,3%. Avec nous, Pascal Delima, économiste, auteur du livre Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses, publié chez Forbes. Bonsoir Pascal Delima. Bonsoir Philippe. Bonsoir. La rhétorique du gouverneur de la Banque de France, c'est un mix de « tout va très bien Madame la Marquise » et de « l'espoir fait vivre ». Oui, tout à fait. Tout va très bien, Madame la Marquise. Vous avez vu, avec l'euro également. L'euro était formidable, puisque c'est ce qu'il dit également. On connaît bien ce discours. Oui, non, mais on connaît bien ce discours très policé, qui est, je dirais, pour une partie pas toujours très intéressée, évidemment, et puis pour une autre partie qui repose sur des statistiques globales. Alors, comme d'habitude, les statistiques globales ne disent rien sur le vrai vécu des Français, les situations particulières. Et puis, il y a un moment, les situations particulières et subjectives, va bien falloir commencer à comprendre que c'est quand même ça le plus important en économie, plutôt que des grandes données macroéconomiques, sur la croissance, etc. Philippe Bilger. Je serais plus à l'aise sur les liaisons dangereuses que sur le capitalisme et la technologie. Votre vie privée ne nous regarde pas. Non, mais plus sérieusement, Pascal Delima, j'ai bien entendu la présentation faite par Philippe David, et bien sûr, la macroéconomie rétrospective, elle est angoissante. Mais pour quelqu'un qui n'a pas votre savoir, est-ce que au moins on ne peut pas dire qu'immédiatement il y a certaines données de l'économie française qui vont bien, ou en tout cas mieux, peut-être du côté du chômage ou du côté de la croissance ou que sais-je encore. Il me semble qu'il y a des données qui peuvent permettre de respirer un petit peu. Est-ce que c'est une fausse idée par rapport à tout ce qui va mal, par exemple le déficit commercial, ou dans cette immédiateté, n'y a-t-il rien qui puisse laisser espérer? Oui, tout à fait. Non, mais là, encore une fois, c'est clairement des données macroéconomiques. On sait que le niveau de chômage va être extrêmement faible pour 2022, 6-7% peut-être, ce qui est un des niveaux les plus faibles jamais atteints depuis une bonne décennie. On sait très bien que ce sont des commentaires, encore une fois, d'économistes, un peu macroéconomistes, mais qui sont une réalité globale, mais il faut aussi plonger dans les détails. La réalité globale, c'est vrai que la France a su résister à la crise de 2008, faut-il le rappeler, quand même mieux que les autres, la crise de 2011, crise financière, crise de la dette, que les entreprises, on peut dire les entreprises sont restées saines. Donc ça, c'est un deuxième point, qu'on a des amortisseurs sociaux en France qui sont parmi les meilleurs également en Europe, qui a le quoi qu'il en coûte finalement, l'argent, allons-y, puisqu'on s'en fiche de la dette publique. Donc quelque part, ça a permis aussi de faire vivre un peu ces différentes crises, et aujourd'hui avec la crise pandémique, d'une meilleure façon que nos voisins, allemands et italiens en particulier, et que il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelque part, il y a aussi le pacte de responsabilité qui fait que la santé de nos entreprises, les entreprises étaient plutôt en forme lorsque cette crise est arrivée. Donc, quelque part, elles se sont plutôt bien portées. C'est ce qu'on dit, quoi. Les Français épargnent beaucoup, c'est super. Bon, maintenant,
il faut aujourd'hui faire beaucoup c'est ce qu'on appelle les enquêtes un petit peu qualitatives, un petit peu subjectives parfois, et puis aussi plonger sur certaines catégories de la population. Et attention, parce que tout phénomène heureux en économie, et j'ai presque envie de dire parfois, c'est un peu la vie, c'est peut-être parfois aussi comme ça parfois, eh ben, il se cache quelque chose aussi. Je veux dire, quand on dit que toutes ces choses sont positives, faut pas oublier qu'on est quand même le seul pays à avoir une crise aussi flagrante des gilets jaunes juste avant la pandémie, et qu'elle continue à être un peu latente, et qu'il y a la question du pouvoir d'achat, qu'il y a la question des licenciements au niveau des fonctions support et des métiers exercés par la classe moyenne, etc., etc., etc. Donc ça fait beaucoup de choses sociales qui sont assez mal commentées au niveau global. Et c'est pour ça qu'on les commande. Françoise Degois. Moi, je suis absolument d'accord avec vous, Pascal Lima. C'est un peu la différence de Lima, parce que la différence entre la température et le ressenti. Le ressenti des Français, c'est absolument pas ça. Le ressenti des Français dans leur vie quotidienne, c'est pas ce que dit Villeroy de Galhau. On s'en fiche un peu de ce qu'il raconte. Moi, j'en ai marre de ce mantra. La croissance n'a jamais été si forte. Ok, mais regardez comment on a plongé l'an dernier. La France s'en sort le mieux. Moi, je vis entre la France et l'Italie. L'Italie s'en sort très bien aussi. Elle s'en sort mieux sur le plan industriel, l'Italie, que la France. Je tiens quand même à le dire. Elle est 10 fois moins désindustrialisée. L'Allemagne, oui, on s'en sort mieux que l'Allemagne. Mais où on s'en sort mieux que l'Allemagne? L'Allemagne va faire 200 milliards de bénéfices. D'excédent commercial. On est à 80 milliards de déficit. Moi, j'en ai un peu marre de la propagande collective, et merci Sud Radio, sur le bon bilan d'Emmanuel Macron. Il y a eu un très bon éditorial d'Éric Revel avant-hier à ce sujet. Je veux dire par là que c'est pas le souci. Cet homme était le Mozart supposément de l'économie. On devait, etc. Il n'y a jamais eu autant de pauvres. Il n'y a jamais eu autant d'écart dans ce pays entre les gens les plus riches et les gens qui ont le moins. Moi, je suis d'accord, et merci de parler de la classe moyenne. J'ai un nombre incalculable d'amis qui sont cadres moyens, cadres sup, dans les bureaux de la défense, etc., experts comptables, etc., ou pas. Mais écoutez, ils sont accablés de travail. On parle jamais de cette souffrance-là des cadres. Je veux bien que l'économie marche bien et qu'on dégage, pour le moment, on dégage aucun excédent, en tout cas en ce qui concerne le déficit du commerce extérieur. Mais je veux dire par là que la souffrance au travail n'a jamais été aussi grande, la souffrance des cadres n'a jamais été aussi grande, la pauvreté, il n'y a jamais eu autant de pauvres, de gens qui vivent, de travailleurs pauvres. Alors, il faut quand même arrêter avec cette espèce de tableau. Ça me fait penser, quand on vantait en permanence le modèle anglo-saxon, c'est sûr, il n'y a pas de chômeurs, mais sauf que vous avez des gens qui ont des jobs pour 4 heures dans une journée. Écoutez, il faut être sérieux. Voilà, il faut être sérieux. Absolument. Pascal Delima, qui est quelqu'un de sérieux. Mais oui, mais pour ça, moi j'apprécie ce discours. Non, mais j'apprécie ce discours parce que j'en ai ras-le-bol qu'on nous remplisse la tête de fleurs, parce que ça n'est pas vrai. Voilà. Mais écoutez, il va vous envoyer des fleurs de tout bien que vous avez dit de lui. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a cette espèce d'élite macroéconomique avec... Qui est médiatique. Elle est médiatique. La cour du roi, et puis les conseillers autour qui utilisent des données. Alors après, si on rentre encore plus dans les détails, vous voyez comment sont fabriquées les données statistiquement aussi. Elles visent aussi à arranger pas mal de choses. Mais évidemment, quand on te dit, par exemple, c'est l'exemple typique, 6%, 7%, on n'a jamais été au niveau du taux de chômage. Il faut peut-être voir aussi celle de la qualité des emplois. Comme vous, il y en a qui travaillent 4 heures, qui travaillent 5 heures, d'autres qui travaillent de moins en moins, mais avec beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Vous avez des gens qui ont 14 heures, qui travaillent 8 heures, et qui font 14 heures pour travailler 7 heures par jour. Et des personnes âgées les qui femmes ont 2 de ménage, boulots, comme aux États-Unis, l'autre dans les jour, pays je me suis anglo-saxons. retrouvé chez moi, dans le Marais, je me suis retrouvé avec un monsieur de 70 ans en train de faire du Uber Eats, en train de faire de la livraison pour compléter sa retraite, enfin quand même, zut à la fin. Pardon. Pascal Delima. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut, vous savez, faire renaître un peu l'économie aussi, ça serait pas mal. Notamment, il y a des écoles, des universités pour faire des cours qui soient liés à certaines catégories de la population et appréhender les phénomènes sociaux de façon microéconomique, pour donner le mot un peu vilain des économistes. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans ce monde un peu de quête de sens, on a vécu quelque chose de terrible, j'espère, se terminera en 2022. Je crois que là aussi, au niveau de la façon dont on communique sur les chiffres économiques, je voudrais que ça change, parce que il y a une vraie volonté d'être au plus près quand même finalement des citoyens français, de proposer des solutions qui soient des solutions de proximité. Je veux pas faire du tout, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des décisions à prendre qui sont au niveau global, et moi personnellement, j'aimerais pas décider. C'est pas facile de décider, mais il est évident que le discours policé fondé sur des données de l'INSEE, sur des données complètement trafiquées pour pouvoir essayer de dire que quelque chose est bien et être réélu, ça commence à bien faire.
faire. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir de sacrées remises en cause de tous les fondamentaux, je dirais, de l'enseignement aussi, parce que ça part de là. Ça part de là. Moi, mes étudiants, ils me demandent des chiffres de l'INSEE, ils me demandent des trucs officiels, mais l'officiel jusqu'à où? Puisqu'il y a aussi en face une situation liée à l'automatisation, les technologies et les métiers de demain. On ne sait pas où on va. Hein. Au lieu de faire des technologies pour tous, on va faire des technologies, en faire des joujoux et puis des startups qui vont lever 3 milliards à 5. Et tout ça est très très bien. C'est la France Tech, etc. C'est ça aussi qu'il faut changer. Oui, Caroline vous l'avez Pilas. dit, monsieur, l'économie repose sur la confiance. Il ne faut pas dérégulariser les marchés et faire chuter la bourse. Mais on nous martèle sans arrêt, ayez confiance. Ok, le chômage a baissé. Mais on se rend compte en tant que citoyen, surtout de la classe moyenne, qu'on s'appauvrit de plus en plus et qu'au niveau des matières premières, tout a augmenté. Quand vous regardez vos factures, les budgets mensuels, que ce soit sur l'alimentaire, sur l'électricité l'essence, va augmenter encore massivement. L'alimentaire va augmenter. Là, on est en pleine négo avec la grande distrib. Ça va être. Exactement, c'est véritablement la vie quotidienne des Français. Donc il y a vraiment une différence, comme j'ai l'habitude de dire, une dichotomie entre la théorie et la pratique de ce que l'on vit au quotidien. Et moi, je le redis, j'ai la sensation qu'on s'appauvrit de plus en plus. Pascal Meunier. Je suis d'accord avec vous, je vais tenter même d'enfoncer encore un peu le coup, c'est qu'il y a des effets cumulatifs qui se cumulent et qui s'auto-entretiennent. Je m'explique, lorsque vous faites partie en gros des CSP++++, voire encore plus, avec des postes liés à l'innovation, à la data, à l'IA, etc., vous êtes dans des situations où vous pouvez à chaque fois encore plus gagner, si vous voulez. Alors que, a contrario, lorsque vous êtes victime de l'automatisation, du chômage technologique ou de la précarité sur le marché du travail de façon globale, il y a d'autres problèmes qui se cumulent aussi. Parce que vous n'allez pas pouvoir payer une facture, il y aura un problème d'un crédit, vous allez être interdit. Ensuite, il y a la question des familles monoparentales. Il y a des phénomènes cumulatifs qui font que le peuple, finalement, ne s'y retrouve pas parce que le peuple diverge avec une société complètement à deux vitesses qui, pire que cela, s'auto-entretient. Alors voilà, donc il y a un moment donné, c'est vrai qu'il faudra commencer un peu, je pense, à penser à faire revivre et renaître d'autres formes de politiques économiques qui soient des politiques économiques qui s'intéressent aux catégories socio-professionnelles et aux mesures par CSP et non pas des mesures globales qui s'appliqueraient à tous, parce que là on sait que c'est bien évidemment une sorte de capitalisme totalitaire ou de société à deux vitesses dans le temps qui s'auto-entretient. On part au 0826 300 300, direction le Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir Françoise et salut bonsoir tout le Caroline. monde, salut. Bonsoir, Bienvenue Paul. sur Sud Radio et tous nos vœux aussi pour 2022. La santé en priorité, Paul. La santé en priorité. Bon, moi ce que je voudrais dire, malheureusement, je suis pas très optimiste. Il faut savoir que moi je suis employeur de main-d'œuvre. La prime inflation, qui c'est qui l'a payé au mois d'octobre? Les entreprises, on a fait 100 € d'avance par salarié à l'État, qui va nous le rembourser sur nos cotisations, sur des moins-values de cotisations en février ou en mars. Donc là, on fait l'avance. On a des hausses de salaire, des hausses sur l'énergie. Tout augmente. Donc ce qui fait que nous, on est obligé de remonter nos prix auprès des consommateurs. Ça va pas pouvoir passer parce que les consommateurs n'ont pas des salaires qui vont augmenter suffisamment. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans l'autosatisfaction, mais ça n'a rien de réel. Moi, je pense qu'au contraire... C'est la méthode Coué. Voilà, tout à fait. Et ça vient tout à fait en relation avec votre deuxième débat. Ça, c'est que des fake news, quoi. C'est des infox. À un moment donné, il faut arrêter. Si vous prenez la balance commerciale aujourd'hui, c'est le reflet de l'activité française. 9 milliards de déficit rien qu'au mois de novembre, un record. Voilà. Et ça va pas arrêter, parce que moi, je suis agriculteur, on n'arrête pas de brider l'agriculture française avec des normes contraignantes pour laisser rentrer des produits qui viennent de partout sans normes. Et tout est pareil. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas très optimiste. Et si jamais il y a une petite hausse des taux d'intérêt avec le niveau de la dette, il va se passer quoi? Je sais pas, moi, le remboursement de la dette au niveau du budget de l'État, ça va être très important, alors qu'on était quasiment sur des taux négatifs. Je vous coupe, le remboursement de la dette, ça absorbe plus que l'impôt sur le revenu. Voilà. L'impôt sur le revenu ne suffit pas à rembourser la dette. Il faut arrêter de fumer la moquette, quoi. Il va falloir regarder les vrais chiffres. Oui, mais je pense que les classes moyennes sont le reflet un petit peu de ce qui se passe. Les classes moyennes s'appauvrissent en travaillant davantage. On perd du patrimoine, on perd de l'argent, et c'est très inquiétant. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'on ne va plus avoir confiance. Pourquoi les Français ont épargné? Parce qu'ils ont peur du lendemain.
C'est tout. Ça c'est vrai. Et d'ailleurs, quand il y a eu les confinements, le taux d'épargne a très très fortement augmenté. Alors attendez, on fait répondre Pascal de Lima. Oui, sur le taux d'épargne, je voudrais dire que cette idée que tous les Français ont épargné, non, tous les Français n'ont pas épargné. Non, ceux qui pouvaient, évidemment. Ouais, mais il faut quand même vachement le préciser, parce que t'as l'impression que la France est assise sur un énorme bas de laine. C'est pas vrai. C'est sûr et certain. Pascal de Lima, qu'est-ce que vous voulez répondre à Paul Courmercier, à qui on souhaite encore nos voeux, qui est agriculteur, qui lui a pas confiance? Je confirme, dernière donnée de l'OFCE, donc 20%, effectivement 80% de cette épargne vient des 15% les plus aisés. Exactement. Voilà. Donc pour répondre à la question, mais il y a une aberration absolue dans ce déficit commercial. On arrive à faire une folie qui est qu'on a par exemple en France la meilleure viande de bovin au monde et qu'on exporte de façon extrêmement majoritaire, et puis on va importer une viande des pays de l'Est de moins bonne qualité. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. C'est normal, c'est moins cher, donc on veut du moins cher, donc on apporte. Il y a un moment donné aussi, il faut bien expliquer à tout le monde que le moins cher, c'est pas forcément le meilleur, quoi. Mais on ça, a du mal à comprendre cela. Alors évidemment qu'il vaut peut-être mieux du côté du marché du travail, ou des augmentations SMIC par la politique publique, ou du marché du travail, faire un effort de qualification, de formation pour avoir plus de salaire, pour gagner plus, et avoir accès à des biens qui sont quand même de meilleure qualité. Je parle de la viande française, mais c'est un exemple type, et il en existe dans bien d'autres secteurs d'activité. En informatique, on est très très bon en France, on importe tout d'Asie, et on exporte nos meilleurs composants à d'autres pays. Ça, c'est vraiment le problème qui est, alors malheureusement, je ne sais pas la raison de moi, mais qui est celui de la régulation du capitalisme. Philippe Bilger veut réagir, mais très rapidement. Mais très rapidement, Pascal de Lima, une question toute simple. Je comprends très bien, parce que vous êtes clair, tout ce que vous dénoncez, mais la ligne directrice de votre pensée, c'est quoi? C'est que les données macroéconomiques n'ont pas à peser face à la réalité sociale et quotidienne, c'est ça, sommairement dit? Tout à fait. Moi, je pense que dans ce monde en quête de sens, il y a aussi la façon dont on communique. Ça, c'est important. Et la politique économique, on n'en fait plus depuis 20 ans, parce que l'État n'a plus de marge de manœuvre, il fait des déficits, de la dette. Mais il faudrait une bonne fois pour toutes refondre totalement cette politique économique pour communiquer autrement. Et je dis pas parce qu'après on va nous targuer constamment, c'est toujours le même problème de populisme. Mais c'est de faire une communication le plus objective possible à partir de données microéconomique, tout simplement. Pascal de Lima, très court, Caroline Pilastre, une réponse très courte. Écoutez, ne nous l'aurons pas, choisir c'est renoncer. On se rend compte autour de nous que les gens sortent de moins en moins. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est les soldes. J'ai regardé plein de reportages. C'était, mais vraiment vide dans les centres-villes, parce que, on va vous dire, il y a régulièrement des promotions qui sont en cours. Sauf que les gens doivent faire des choix entre manger, s'habiller, s'acheter du numérique. On ne fait pas forcément tous les 4 matins. Donc, il y a un moment donné, il faut être aussi conscient de tout ça. Et quant au quoi qu'il en coûte, moi j'étais pour et je suis toujours pour, mais il y a un moment donné, il faut bien rembourser ces PGE et tout le monde ne pourra pas le faire. C'est là qu'on va voir le prix du quoi qu'il en coûte. Très très court, Françoise de Gois. Whatever it takes, moi je pense que le quoi qu'il en coûte, c'est la seule chose qu'on peut mettre au crédit de ce gouvernement, parce que je crois quand même qu'on a sauvé des millions d'emplois, et évidemment, à l'échelle européenne, on a sauvé, je crois, 30 millions d'emplois. Je vous recommande un très bon, j'étais en train de le retrouver là, le très bon dossier d'Alternative économique sur le bilan d'Emmanuel Macron sur le plan économique. C'est formidable, notamment un très bon édito. Emmanuel Macron, le président des risques jusqu'à la fin. C'est passionnant. Merci beaucoup, Pascal de Lima. Et bravo, Pascal de Lima, parce que c'était un vrai plaisir. C'est toujours un plaisir. Je vous remercie, j'espère. C'est toujours un plaisir d'avoir Pascal de Lima parmi nous. Il est auteur notamment d'un très bon livre, ça va vous plaire, vous qui êtes la marxiste des vraies voix, ma chère Françoise de Gois. Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses, publié chez Forbes. Ça vous dirait une chronique présidentielle de Philippe Rossi? Toujours. Eh bien, écoutez, c'est tout de suite les vraies voix.